Bonjour, j'étais occupé de vous préparer une nouvelle vidéo lorsque tout a basculé en Belgique. Très récemment, un couvre-feu a été décrété. Ce vendredi 23 octobre, les infos du matin annonçaient la prise de nouvelles mesures à partir de 14 heures. Et bien, paf, le programme a été avancé à 9 heures du matin. En soirée de la même journée, Bruxelles et toute la Wallonie ont connu un renforcement du couvre-feu, allant désormais de 22 heures à 6 heures du matin, en lieu et place de minuit à 5 heures. De plus, j'ai constaté certains indicateurs très alarmants, et tout ça en plus évidemment de toutes les autres mesures restrictives qui avaient été établies. Et pour couronner le tout, notre armée s'apprête à venir prêter main forte à notre système hospitalier. J'ai donc considéré que cette communication devait être faite en priorité. On ne perd pas de temps. Générique. Vous chercherez en vain dans la présente vidéo tout propos complotiste. Vous pourrez d'ailleurs juger de la pertinence des questions que je vais ici poser et soulever. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos, je rappelle que les questions ne peuvent en aucun cas être incriminées. Seules les affirmations le peuvent et je n'en formulerai pas. Alors voilà, la situation sanitaire en Belgique semble réellement des plus préoccupantes. Nos ministres la qualifient de la pire de toute l'Europe, ce qui paraît catastrophique quand on voit qu'elle est déjà celle de la France, mais aussi de nombreux autres pays. J'ai pu voir moi-même les files interminables de personnes qui, à pied ou en voiture, se rendaient dans des centres de dépistage. J'ai appris, comme la plupart d'entre vous, que notre ex-première ministre, Madame Sophie Wilmès, avait elle aussi été contaminée par le coronavirus et qu'elle se trouvait à présent en soins intensifs où, à l'heure où je vous parle, elle a encore besoin d'un encadrement professionnel. Nous ne pouvons pas ignorer le discours alarmant, je n'ai pas dit alarmiste, de nos médias mainstream qui déplorent une situation dans laquelle nos hôpitaux approchent de la saturation, où le personnel fatigue s'il n'est pas déjà en burn-out ou sur le point de s'écrouler, et je ne remets pas ça en question. Certains avaient mis au rang des invraisemblances le fait que le service médical de notre armée n'établisse pas dès lors des hôpitaux de campagne. Or, ce point est à présent tout à fait à l'ordre du jour. Personnellement, je n'ai jamais prétendu que le Covid n'existait pas. Je n'ai jamais prétendu qu'il n'y avait pas de malades. Je n'ai jamais dit non plus qu'il n'y avait eu aucun décès dû au Covid-19. Cela aurait été insultant à l'égard des intéressés et de leurs familles. Et dans l'état actuel des choses, il deviendrait difficile de prétendre qu'il ne se passe rien. Mais en fonction des éléments que je vais à présent vous communiquer, j'espère que l'on me permettra de poser certaines questions. Une première question que je me pose concerne M. Jean-Luc Gallat, chef clinicien et spécialiste des maladies infectieuses, qui fait l'objet de distanciation de la part de ses pairs pour avoir présenté des positions qui banalisaient exagérément l'importance de la pandémie à coronavirus ou minimisaient la situation en évoquant une communication catastrophiste. Dans certains journaux que j'ai pu lire, il est dit que ce monsieur ne disposait pas qui ne disposait de son titre de chef clinicien qu'à titre administratif. Il y a aussi eu une réaction violente de la part de M. Van den Broek, que je vous lis ici. Il s'agit d'un extrait de la RTBF en ligne, dont vous trouverez la référence dans le descriptif ci-dessous. Alors donc, le ministre de la Santé, Van den Broek, qui s'exprime, citation, « Ce que dit cet homme est incroyablement léger, irresponsable. Que dira-t-on quand je viendrai expliquer la semaine prochaine que nous devons fermer la moitié des hôpitaux? Ce monsieur, il a beau être professeur, viendra-t-il répéter que ce n'est pas grave? Que dira-t-il lorsque, à la mi-novembre, tous les lits seront occupés? Quand les lits en soins intensifs du pays seront occupés par des patients Covid? Quand il n'y aura plus de place dans les hôpitaux pour les autres malades graves? Il ne faut pas être infectiologue pour voir que les lits se remplissent et que, si les chiffres continuent de doubler de la sorte, on fonce droit dans le mur. Et les chiffres le prouvent, ce sont des faits. Je vais voir quelques lignes plus loin, car il ne s'agit ici que d'une illustration, et je ne me permettrai donc pas de vous communiquer la totalité du document, ce qui serait contraire à ce qui est communément acceptable en matière de copyright et de droit d'auteur, parce qu'en fait, donc, d'autres qualifient le professeur Gallat de rassuriste, quand il ne conteste pas carrément sa légitimité, comme ce confrère qui désire rester anonyme. Alors, je cite, « Il est professeur à la faculté de santé publique de l'Université catholique de Louvain. Il a le titre de chef de clinique, mais c'est un statut administratif. Et quand il parle de la situation dans les hôpitaux, il ne les fréquente pas.
il sort de son rôle et de sa zone de compétence. Eh bien oui, en effet, c'est violent. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de M. Gala, mais ma question deviendra dès lors, puisque ce monsieur était connu de longue date par le comité d'experts sur lequel s'appuie notre gouvernement pour prendre ses décisions, comment se fait-il qu'il ait siégé jusqu'à présent? Au cours de la première vague, le statut seulement administratif de chef clinicien de l'intéressé n'avait-il donc aucune importance? Puisqu'un anonyme très courageux se permet de mettre en doute ses compétences pratiques, étant donné que M. Galland ne fréquenterait pas les hôpitaux, pourquoi ce monsieur aurait-il eu droit au chapitre jusqu'à présent? Puisque le professeur Gala a été écarté, puisque le professeur Perron a été démis de ses fonctions, puisque les compétences du professeur Toubiana ont été réduites à celles d'astrophysicien alors qu'il est bien épidémiologiste et depuis de nombreuses années, et puisque le professeur Raoult subit des pressions quand il ne s'agit pas de menaces de mort, la population doit-elle comprendre que les objections de ces spécialistes doivent être considérées comme nulles et non avenues parce qu'émanant de stupides rassuristes irresponsables et qu'elle ne doit plus croire qu'un seul type d'information, comme s'il existait une sorte de police de la pensée unique. Point d'interrogation. Question suivante, doit-on y voir un rapport quelconque avec l'intense politique de censure qui existe actuellement sur les réseaux sociaux et de nombreuses autres plateformes? Point d'interrogation. Au sujet de Madame Wilmès, qui a droit à toute mon empathie et à mes vœux de prompt rétablissement, une question me vient toutefois à l'esprit. Est-ce sa qualité de dame politique très en vue qui autorise la levée du secret médical quant à son état de santé? Est-ce que la population serait en droit d'imaginer que l'événement en question pourrait, vous remarquerez le conditionnel, relever d'un effet d'annonce assez opportuniste, un peu à l'instar de ce qu'aurait peut-être fait Donald Trump aux États-Unis? Je vous disais récemment que j'avais réussi à m'infiltrer dans le milieu hospitalier. Cela m'a permis de constater aujourd'hui même, mais seulement par le biais d'une communication téléphonique il est vrai, et ceci ne concerne qu'un établissement à ma connaissance, que les patients sont désormais testés systématiquement une fois tous les 2 jours, alors même qu'ils sont pourtant asymptomatiques et que nous sommes supposés être en pénurie de tests et de réactifs depuis environ maintenant 3 semaines, sans compter que dans le public et dans ces mêmes conditions, ces tests sont désormais bannis. Bon, banni, c'est peut-être un terme un peu fort, mais disons que on demande donc aux personnes qui sont asymptomatiques de ne plus être testées, ne le sont d'ailleurs plus, on ne teste plus que les personnes qui présentent des symptômes, ce qui paraît assez logique d'ailleurs, y compris bon, le personnel infirmier, etc. Mais avec quel test, puisque on est en pénurie? Bon, là aussi, c'est une question. Bon. Est-ce que tout ceci ne pose d'ailleurs pas question, ce qui est d'ailleurs une question pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué? Dans le cas que je viens de vous exposer, il est bon de préciser que l'intéressé ne partage sa chambre qu'avec une seule personne et que les visites ne sont plus admises depuis peu. Est-ce que les tests ne devraient pas être réalisés prioritairement sur le personnel soignant, surtout compte tenu de ce dont on nous a informé par les médias mainstream, à savoir que certains membres du personnel infirmier devaient parfois prodiguer leurs soins alors même qu'ils avaient été détectés eux-mêmes positifs? Dernièrement, pour encore convaincre la population de la réalité de la pandémie, un médecin disait face à la caméra: si vous doutez encore de la réalité de la situation, venez donc voir dans une unité de soins intensifs. Quand vous en ressortirez, vos doutes seront dissipés. Eh bien, c'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée. Sauf que pas de chance, toutes les visites dans les hôpitaux sont désormais interdites. Du moins était-ce le cas dans l'hôpital dont je vous ai parlé, et peut-être les conditions d'accès sont-elles différentes ailleurs. C'est pourquoi, à tout hasard, je relève le défi et je me tiens à votre disposition. Rassurez-vous, j'en ai dans le pantalon et le mot peur ne figure pas dans mon dictionnaire. Par contre, je n'ai pas de carte de presse. J'espère que cela ne sera pas un obstacle. Rassurez-vous, je vous propose seulement un petit reportage. Les visages seront floutés, les gestes barrières seront évidemment respectés et je ferai bien entendu un compte-rendu parfaitement objectif de ce que j'aurais pu observer.
Ce sera donc très utile pour l'information de la population et le respect des directives qui nous sont transmises. Vous pourrez trouver mes coordonnées à la page contact du site du serpi-officiel.be. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Ça fait maintenant près de 10 mois, on va dire 8, que je suis considéré comme personne à risque en danger de mort par rapport au Covid-19, mais toujours de ce monde. Donc je suppose que cela ne viendra plus sur une demi-heure. Et puis, le cas échéant, je serai directement sur place. À bientôt. Quant à vous, chers amis, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo au maximum, histoire que cela puisse atteindre les milieux intéressés. Dans le meilleur des cas, vous aurez un super scoop, ou bien vous serez débarrassé de moi. Après tout, dans bien des cas, c'est ce qu'on essaye de faire, non? Allez, je vous retrouve très vite pour une vidéo traitant cette fois d'histoires très mystérieuses. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. À bientôt, salut.